Pour que nature vive. Pour que nature vive. Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. L'océan est-il à l'origine de la vie sur notre planète ? Avec Sylvie Crasquin. Si le dilemme de l'œuf ou de la poule ne sera pas tranché dans cet épisode, nous allons aborder une question tout aussi vertigineuse. Est-ce sur la terre ferme ou dans l'eau que la vie s'est d'abord développée ? Pour répondre à cette énigme, nous allons sonder notre invitée, Sylvie Crasquin. Vous êtes paléontologue, directrice de recherche au CNRS et directrice du CR2P au Muséum national d'histoire naturelle et Sorbonne Université. Bonjour madame. Bonjour. Alors, soyons prosaïques. Si la vie est apparue sur notre planète, c'est donc qu'elle en fut d'abord absente. Quand et sous quelles conditions s'est-elle développée et quelles furent les premières formes de vie ? Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre planète s'est formée il y a plus de 4 milliards d'années et que sur les premiers milliards de la vie de notre planète, en fait, on a très peu d'informations géologiques. À partir de 4 milliards d'années et jusqu'à 2 milliards 5, en fait, notre planète a subi une intense activité magmatique et elle a été exposée à un intense bombardement météoritique. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, eh bien, la Terre va se doter d'une enveloppe superficielle qui va être rigide et ce qu'on va appeler la croûte. Entre 3,8 et 2,7 milliards d'années, on va avoir l'apparition de l'eau liquide et tout ce qui va tourner autour de l'apparition de la vie, c'est-à-dire la chimie du carbone. Il faut savoir que la vie, eh bien, il faut du carbone, de l'hydrogène, de l'azote et de l'oxygène. Donc, on va devoir mettre en place des acides aminés qui sont en fait des combinaisons un peu complexes de ces atomes et qui vont pouvoir se répliquer à l'identique pour former des organismes. Et ces premiers organismes que l'on va trouver sont en fait des organismes anaérobies, c'est-à-dire des organismes qui ne vont pas consommer de l'oxygène. Alors, on est aux alentours de 2,7 milliards d'années. Alors les tout premiers signes de vie, on va les trouver dans des formations qu'on appelle des banded iron formations, c'est-à-dire des formations rubanées. Donc en fait, dans ces formations rubanées qui datent de 3,8 milliards d'années, on va trouver des petites inclusions de graphite. C'est-à-dire que ces inclusions de graphite prouvent qu'il y avait à cette époque-là de la matière organique. Alors attention, ce ne sont pas des fossiles vrais, ce sont juste des traces qui nous indiquent qu'à cette époque-là, il y avait déjà de la matière organique. Donc c'est un argument indirect pour nous dire que les premiers signes de vie seraient apparus aux alentours de 3,8 milliards d'années. Un peu plus tard, vers 3,5 milliards d'années, donc à peine 300 millions d'années plus tard, on va avoir les tout premiers fossiles de bactéries. Alors ce sont les premiers vrais fossiles découverts à la fois en Afrique du Sud et en Australie. Alors ce sont des espèces de petites sphéroïdes carbonées qui font environ 2,5 mm de diamètre, qui sont souvent en amas ou en petites séries enfilées les unes sur les autres. On y voit en fait, sans pouvoir le démontrer, par comparaison avec les formes actuelles, que ce pourrait être des cyanobactéries, donc ces toutes premières formes de bactéries particulières qui sont capables de faire la photosynthèse. Alors, ce qui va être très particulier, c'est qu'elles vont donc absorber le CO2 et grâce à la photosynthèse, vont rejeter le dioxygène dans l'eau. Donc le dioxygène, c'est un poison, c'est un déchet de la photosynthèse. Donc ce dioxygène va au fur et à mesure se répandre dans l'océan et il va tout d'abord servir à oxyder le fer ferreux qui est contenu dans les roches de cette terre primitive, de cette croûte primitive. Quand tout le fer ferreux va être oxydé, ce dioxygène va commencer à se libérer dans l'eau de mer. Et au fur et à mesure, il va finir par se dégager dans l'atmosphère. Et ça va créer une vraie crise écologique en raison de la toxicité de ce dioxygène pour les organismes qui, au départ, sont tous anaérobies et donc ne sont pas habitués à avoir autant d'oxygène autour d'eux. De plus, cet oxygène qui va se libérer dans l'atmosphère, il va réagir
avec le méthane atmosphérique. C'était ce gaz-là qui, à l'époque, formait avec le dioxyde de carbone un effet de serre. Donc, il va y avoir suppression de cet effet de serre, puisqu'on va avoir de plus en plus d'oxygène et de moins en moins de méthane et de dioxyde de carbone. Et cela va déclencher une très grande glaciation, qu'on appelle la glaciation huronienne, entre 2,4 et 2,1 milliards d'années. Et c'est probablement un des plus longs épisodes de glaciation que notre planète ait connu. Et c'est ce qu'on appelle un épisode de type terre-boule de neige, c'est-à-dire que l'ensemble de la planète est glacée. Vous venez de nous faire traverser 4 milliards d'années. Alors, dites-nous ce qui s'est passé par la suite. Après les formations microbiennes, comment est-ce que les organismes vont évoluer et finalement rendre notre planète vivable ? Donc la concentration en oxygène va augmenter très rapidement dans l'atmosphère pour atteindre un seuil qui va permettre l'émergence de la vie pluricellulaire aérobie. Donc les toutes premières formes pluricellulaires fossiles ont été trouvées au Gabon. Donc cet oxygène libre dans l'atmosphère va former une nouvelle couche d'ozone qui va permettre de filtrer les UV, couche d'ozone qui ressemble à celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc en fait, la vie aérobie, c'est-à-dire la vie oxygénée, résulte de l'adaptation de la vie primitive, qui elle était anaérobie, à un environnement que cette même vie anaérobie avait rendu toxique. Avançons encore avec une autre étape importante pour ces organismes qui vient ensuite. La vie va se déployer à plus grande échelle. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce changement d'échelle ? Alors, nous sommes donc avec des organismes extrêmement simples, des bactéries. Vers 2 milliards d'années, en fait, vont apparaître les premières cellules eucaryotes, c'est-à-dire les cellules qui vont avoir un noyau individualisé. Et à peu près en même temps, d'après les données paléontologiques, les données géologiques, on va avoir apparition de la reproduction sexuée. Alors ça va être quelque chose de tout à fait fantastique pour le développement de la biodiversité. Alors l'origine de ce noyau, il y a actuellement 2 hypothèses. Alors soit on aurait une cellule sans noyau qui se serait enrichie en ADN et qui se regroupe et s'isole avec des petites membranes qui pourraient former la membrane du noyau et aussi d'autres organites comme les chloroplastes ou les mitochondries qui se seraient édifiés progressivement. L'autre hypothèse, ce serait une association en fait, de plusieurs organismes unicellulaires qui, entre eux, auraient fini par se spécialiser en un noyau. Donc cette reproduction sexuée, elle va apporter quelque chose de phénoménal parce qu'elle va apporter le brassage des génomes et donc vont permettre de faire exploser les possibilités de nouvelles formes de vie. Donc ça veut dire que pendant 4 milliards d'années, la vie se développe vraiment tout doucement et l'explosion, elle a lieu il y a 2 milliards d'années, c'est bien ça, hein ? L'explosion de la vie, elle va se faire un peu plus tard que ça. Elle va se faire plutôt aux alentours de 600 millions d'années. Jusqu'à 600 millions d'années, en fait, on a des formes qui sont très primitives. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a très peu de données paléontologiques. Les gisements que l'on peut trouver sont des gisements à fossilisation exceptionnelle ou des traces exceptionnelles. Dans un épisode précédent, Jérôme Alléon, votre collègue, nous a raconté que la manière dont l'eau est arrivée sur Terre, ça fait encore débat parmi la communauté scientifique. Alors, sur un sujet aussi fondamental que l'apparition de la vie sur notre planète, qu'est-ce qui fait que, scientifiquement, la disputatio, comme on dit, est définitivement close ? Alors, dire que le débat est clos, ce serait renier l'essence même des scientifiques. Mais ce qui est important de comprendre, et je pense que là, on est à peu près tous d'accord, c'est pour que la vie se développe, pour qu'elle puisse exploser, il faut absolument le milieu liquide. En fait, l'eau, c'est le solvant universel et le plus puissant pour permettre de combiner les atomes entre eux, les acides aminés entre eux, qui, eux, vont être à la base de la vie. Et c'est dans l'eau que ces acides aminés vont former ce qu'on appelle classiquement la soupe primitive. Et je pense que tout le monde a entendu parler de cette soupe primitive, même si on ne sait pas trop ce que c'est. Alors par contre,
Le débat est loin d'être clos sur l'origine de ces acides aminés, c'est-à-dire l'origine des combinaisons d'atomes les plus simples qui vont former la vie. Donc ces acides aminés, eh bien, il y a des hypothèses qui disent qu'ils peuvent être extraterrestres, c'est-à-dire qu'ils auraient été amenés sur notre planète par des météorites, ou intraterrestres, c'est-à-dire qu'ils auraient trouvé leur première forme vraiment au sein de la croûte. Mais dans tous les cas, ce développement des acides aminés, cette complexification des chaînes se fait en milieu marin. Merci infiniment, puis merci d'avoir rappelé que les disputations ne sont jamais closes, c'est ça qui fait l'essence de la science. Merci beaucoup Sylvie. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Sylvie Crasquin, paléontologue, directrice de recherche au CNRS et directrice du CR2P à Sorbonne Université et au Muséum national d'histoire naturelle, interviewée par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée Pour que nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.